Et salut YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ça fait réfléchir, où on parle de Que fait la police et comment s'en passer de Paul Rocher. Dans ce chapitre, le chapitre 4, on va parler de forme police, forme État. Le sujet, c'est que dans le chapitre précédent, on a fait le lien entre la police, qui est l'institution qui maintient l'ordre, et l'ordre à défendre, à savoir un ordre capitaliste ou précapitaliste. Dans ce chapitre, on va parler de la nature même de la police et de l'État. Ce chapitre, il commence en disant « En lançant, nous ne sommes pas dans le même camp » à une femme qui l'interpellait dans la rue à propos des violences policières contre les Gilets jaunes. Le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, a provoqué un tollé. De toute évidence, de tels propos sont totalement incompatibles avec l'idée d'une police républicaine au service de tous, ou plus précisément de l'intérêt général. Curieusement, lorsque quelques mois plus tard, une syndicaliste de police a publiquement invoqué l'image de la citadelle assiégée pour expliquer pourquoi, selon elle, il y aura un mal-être dans les rangs de la police, personne n'a interrogé le sens de son expression. Elle formulait pourtant exactement la même chose que le préfet allemand. Les policiers s'estiment assiégés par les forces ennemies, et l'ennemi, c'est la société civile, notamment ceux qui pratiquent la contestation de rue dans une visée émancipatrice. Cette expression ne traduit pas seulement le ressenti individuel d'une représentante des policiers, elle traduit une conception largement partagée au sein de l'institution, qui est bien connue de la sociologie de la police. Cette dernière nous apprend en effet que les policiers se considèrent comme vivant dans une citadelle assiégée, ce qui soude le groupe. En d'autres termes, la police voit la population comme une ennemie ou une menace. Et on peut raisonnablement en déduire qu'en fondant son action sur une telle hostilité, elle est d'autant plus encline à recourir à la force à la moindre incertitude. Cette conception de la population comme ennemie, ça interroge effectivement. Qu'est-ce que c'est le critère pour déterminer la menace Qui est une menace et une menace contre quoi? Quelle est la place systémique de la police? Les violences policières, est-ce qu'elles sont dues à une perversion de l'institution par le néolibéralisme, par la politique du chiffre ou par bien d'autres raisons? Ou alors est-ce qu'elles sont propres à la nature même de l'institution policière? Dans le chapitre précédent, on a déterminé que les travailleurs et travailleuses sont effectivement perçus comme des ennemis par la police. Historiquement, c'est comme ça qu'a été créée la police. Elle a été créée pour réprimer les mouvements ouvriers qui réclamaient à ce qu'on ne leur retire pas leurs droits. Cependant, il existe encore de nombreuses personnes qui pensent que la police peut être réformée au service du plus grand nombre. C'est entre autres la position exprimée par le laboratoire d'idées Intérêt Général, qui, en conséquence, propose de réformer la police. L'État y est conçu comme garant de la sûreté sur tout le territoire national, un rôle qui serait aujourd'hui mis en cause et démantelé par le pouvoir libéral. À l'heure du néolibéralisme, la police serait donc soumise à des intérêts politiques particuliers, en plus d'être déformée par des syndicats d'extrême droite. On remarque, d'une part, que la raison d'être même de l'appareil policier n'est pas prise en compte, et d'autre part que l'argument de la réformabilité de la police est assis sur une conception spécifique de l'État, en vertu de laquelle l'État en général et la police comme son émanation particulière flottent au-dessus des antagonismes qui traversent la société, fonctionnant comme des instances d'arbitrage neutre. Un autre argument formulé par Sébastien Rocher est que la police soit pilotée par des indicateurs de performance inadaptés, notamment l'idée de la politique du chiffre qui est constamment remise en avant pour juger du fait que la police souffre de problèmes qui l'empêcheraient d'avoir un bon fonctionnement. Mais ici aussi, ce que reproche l'auteur, c'est que on déconnecte l'institution policière de son environnement politique et économique. Dans les deux cas, on a tendance à partir de cette idée d'une nature même de la police qui serait bénéfique à la société, quoi qu'il arrive. Mais pour comprendre une possible neutralité de la police, il faut se poser la question d'une possible neutralité de l'État en réalité. Ce qui nous amène à une première sous-partie, l'État moderne comme forme sociale capitaliste. Raymond Aron, intellectuel libéral de premier plan, notait à propos de l'État moderne qu'il va de soi qu'en un régime fondé sur la propriété des instruments de production, les mesures prises par les législateurs et les ministres ne seront pas en opposition fondamentale avec les intérêts des propriétaires. Cette évidence sonne assez exotique aujourd'hui et semble avoir été largement oubliée dans l'étude de l'État. Commentant la recherche à ce sujet, un autre poids lourd de la pensée politique, le marxiste Ralph Miliband, écrivait que la plupart des politologues considèrent l'État comme exemple de parti pris, implicite en faveur des intérêts capitalistes. On a la parole de deux grandes sommités avec des écoles de pensée relativement différentes. D'un côté, on a quelqu'un de libéraliste et de l'autre côté, quelqu'un de marxiste, mais qui arrive quand même bien à se mettre d'accord qu'effectivement, un État capitaliste a à cœur la propriété privée. Et ça met un clou dans le cercueil de l'idée de la neutralité de l'État.
L'État, c'est pas un outil neutre et ça semble difficile de manier l'État pour réformer la police, qui elle aussi, par extension, n'est donc pas un outil neutre. On en vient à une sous-partie suivante qui s'appelle le camp de l'État, qui va nous permettre de nous poser la question de comment l'État favorise ou pas une certaine classe de la société. Pour comprendre l'État moderne du point de vue de l'économie politique, le débat sur la dérivation de l'État des années 1970 est crucial. Il renvoie aux travaux d'un certain nombre de chercheurs qui se sont inspirés de la démarche que Marx adopte dans Le Capital pour étudier la forme valeur. Ainsi, il leur a été possible de saisir l'État moderne comme l'expression des contradictions spécifiques du capitalisme. Cette formulation peut paraître assez abstraite de premier abord, mais elle offre la clé d'une compréhension de l'État en tant qu'État capitaliste qui, bien qu'État de classe, n'est pas immédiatement aux mains de la bourgeoisie. Dès lors, il apparaît comme une forme sociale qui n'exclut pas de réprimer certains comportements au sein de la classe dominante, précisément parce qu'elle est fondamentalement favorable à la reproduction d'une société bénéficiant au patronat dans son ensemble. Alors, ces phrases un peu compliquées, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte que l'État, en réalité, il est là pour réguler le capitalisme et le pérenniser. Il est là pour garantir un ordre capitaliste durable. L'État, c'est effectivement un État de classe, mais il n'est pas directement aux mains de la classe bourgeoise. C'est-à-dire que légalement, rien n'empêche une personne prolétaire de se hisser à la tête de l'État par des élections. Et de la même manière, il n'est pas exclu que cet État réprime des personnes des classes dominantes. Mais en réalité, il s'agit plus d'un rééquilibrage aléatoire au sein des classes dominantes que d'une réelle force de contre-pouvoir vis-à-vis des classes dominantes. Bref, l'objectif primaire du débat de la dérivation n'est pas de rendre compte de la formation concrète des États ou de faire l'inventaire de leurs fonctions. Le but réside dans l'explication de la différenciation et non de la séparation de l'État par rapport à la société et donc aux classes sociales qui la composent, et d'en déduire un ensemble d'implications concernant les processus et les institutions politiques. L'idée, elle est donc de dire que, en fait, l'État est censé être ce juge et arbitre de ce qui devrait être ou ne pas être dans la société. C'est cette entité qui est là pour dire quand le patronat va trop loin, mais qui reste en faveur du patronat dans son ensemble. Avant d'en venir à ces processus, il faut exposer les grands traits du raisonnement de la dérivation. Son point de départ est la question posée par le juriste Passoukanis. Pourquoi l'appareil de contrainte étatique ne se constitue-t-il pas comme l'appareil privé de la classe dominante? Pourquoi se sépare-t-il de cette dernière et revêt-il la forme d'un appareil de pouvoir public, impersonnel, détaché de la société? La réponse se trouve dans les particularités des rapports sociaux capitalistes qu'on a identifiés au chapitre précédent. La séparation des producteurs d'avec les moyens de production, le travail salarié et la concentration de la propriété privée des moyens de production dans les mains d'un petit nombre, et la mise en concurrence médiée par l'échange marchand d'une production réalisée dans l'espace privé. Ces caractéristiques sont autant de composantes qui donnent à l'appropriation de surplus par la classe dominante une forme particulière capitaliste. Encore une fois, à première lecture, c'est pas forcément très clair, mais cette idée de mettre en concurrence la classe dominante dans leur production via les sociétés qu'ils possèdent, ça nécessite qu'il y ait un arbitrage neutre. Sinon, c'est du conflit frontal et ça, c'est pas un ordre que souhaite la bourgeoisie. Pour ça, l'économie est désencastrée du pouvoir politique. Ça veut dire concrètement que l'État, il fait semblant de dire « moi je suis neutre, je n'ai pas d'avis et je suis juste là pour donner les règles et régler les conflits ». Et concrètement, à la différence des rapports sociaux dans le précédent modèle, la contrainte, elle ne va pas s'exercer directement sur les employés, par exemple. Votre patron ne vous force pas à travailler pour lui. C'est par contre les contraintes du marché. Vous êtes obligé de trouver un travail, vous êtes obligé de payer un loyer, et ce loyer, il est soumis aux lois du marché, votre salaire est soumis aux lois du marché. Et tout ça, c'est une manière de déguiser les contraintes et les pressions que la classe dominante fait sur les classes dominées. L'idée derrière ça, elle est aussi de dire que les propriétaires et les travailleurs sont tous exposés à la concurrence. Les propriétaires se doivent d'être compétitifs avec leurs entreprises, et les travailleurs, ils n'ont pas le choix que de trouver un travail pour payer leur loyer, trouver à manger, etc. Ça nous renvoie à cette phrase d'Anatole France qui dit « La loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain. » Concrètement, c'est exactement ça qui se passe. Cette concurrence, elle a un impact, mais qui n'est pas du tout égalitaire selon les classes sociales. Quand on est dans la classe dominante, la compétition, c'est une partie de Monopoly, de savoir si
j'investis au bon endroit, qu'est-ce que je risque pas, mais c'est jamais une question de vie ou de mort. Quand on est dans les classes dominées, eh bien, la question de la compétition et d'avoir accès à un travail, à des aides, à un logement, etc., c'est des enjeux de vie ou de mort. Cette spécificité donne une forme particulière à l'État moderne. L'échange marchand sans entrave, la compétition et la liberté formelle des salariés de vendre leur force de travail ne sont assurés que si la classe économiquement dominante doit renoncer au recours immédiat aux moyens de violence directe, tant vis-à-vis des salariés qu'au sein de sa propre classe. C'est-à-dire que les luttes concurrentielles ne peuvent être menées avec les armes et la main-d'œuvre ne peut être recrutée de force. Autrement dit, le déploiement des rapports sociaux capitalistes est conditionné à la différenciation de la sphère économique et de la sphère politique, qui implique en même temps une monopolisation de l'appareil de contrainte physique dans la sphère politique incarnée par l'État. L'État moderne, c'est donc un outil qui permet de résoudre les contradictions capitalistes. Alors, les contradictions en sciences politiques, l'idée, c'est pas de dire ah, il y a des choses qui vont pas et c'est pas logique. C'est plus de mettre en avant les conflits de classe qui vont pousser à minima à l'instabilité d'un régime politique. Et l'État capitaliste, il est là pour résoudre ces contradictions. Il repose sur la différenciation des sphères politiques et économiques. Et cette différenciation, c'est une différenciation qui n'est pas une séparation hermétique. L'enjeu, il est pour les classes dominantes de établir un marché ou plutôt un jeu, entre guillemets, d'investissement et de bataille économique qui se voudrait plutôt égalitaire. Et l'enjeu pour les classes dominées, c'est de leur faire savoir que malgré tout, chacune est considéré équitablement et puis chacun sa place, grosso modo. Précisons ici que le marché capitaliste, à lui seul, n'est pas en mesure de réunir les conditions sociales et naturelles indispensables à l'exploitation des travailleurs dans le cadre de l'entreprise privée. Il tend même à les détruire. Le maintien d'un écosystème fonctionnel et d'une vie culturelle minimale, ou encore la reproduction de la force de travail, entre parenthèses reposant par ailleurs fortement sur le travail gratuit des femmes, sont indispensablement encadrés par l'État. Le capitalisme ne saurait donc être réduit à une économie de marché. Son existence implique des activités situées à l'extérieur du processus de valorisation immédiat. Et c'est l'État qui les prend largement en charge. L'État et le marché ne s'opposent donc pas, mais se complètent. Le premier rend possible le second, qu'il régule afin d'assurer sa perpétuation. Concrètement, ce que ça dit, c'est que l'État, il est là pour s'assurer que le système capitaliste ne va pas se casser la gueule. Parce que un système capitaliste, si on laisse complètement les clés aux classes dominantes, c'est-à-dire aux classes capitalistes, c'est des gens qui vont pas forcément se poser la question du bien-être, de la pérennité de leur système, et qui vont lessiver les travailleurs et travailleuses au point où celles-ci risquent de ne plus être en état de vivre dignement, de consommer les biens qui sont produits, et donc même du point de vue cynique d'une personne capitaliste, c'est important qu'il y ait quand même du monde pour acheter les produits. Un autre angle, c'est celui qui est développé ici, c'est de dire que si on use la santé du prolétariat jusqu'au point où les personnes n'envisagent même plus d'avoir des relations sociales, sexuelles, et in fine de se reproduire, si on n'a plus ce merveilleux réarmement démographique que certains appellent, la classe travailleuse ne se renouvelle pas. Et donc, par essence, le capitalisme finirait par se casser la gueule. Et c'est là où l'État intervient. Son rôle, c'est de garantir que, d'une certaine manière, la classe dominante n'en tire pas trop juste pour la pérennité du système, mais aussi de s'assurer que d'autres systèmes sont en place pour garantir une reproduction des classes sociales. En parallèle, il y a d'autres choses qu'il faut avoir en tête, c'est que l'État, il repose sur plusieurs choses. Il repose sur les prélèvements obligatoires et sur l'endettement pour se financer. Et ça le rend particulièrement dépendant au monde économique. Notamment, il y a aussi l'idée que la popularité du personnel politique, elle dépend, elle aussi, très largement de la santé économique du pays. En général, il n'y a jamais autant de contestations que quand la santé économique est mauvaise et que les gens ont du mal à se nourrir, se déplacer, se loger, etc. Et ça fait que, ultimement, la classe politique, elle dépend dans son ensemble et individuellement des enjeux capitalistes. Il y a une motivation propre pour la classe politique au bénéfice des classes dominantes économiques. Ça fait notamment aussi que les capitalistes ont, d'une part, un levier de pression très puissant sur le monde politique, mais aussi, en réalité, surtout qu'ils n'en ont pas besoin, parce que la classe politique,
étant intéressée elle-même aux résultats économiques de la classe capitaliste, eh ben, elle va s'en soucier d'elle-même. Ce qui vaut pour l'État dans son ensemble s'applique nécessairement aux branches qui la composent. La police n'est donc pas seulement capitaliste pour des raisons historiques, elle est aussi et surtout pour des raisons structurelles. Grosso modo, cette sous-partie, elle se conclut en nous expliquant que si l'État est intéressé aux enjeux capitalistes, eh bien, les branches qui composent l'État, et notamment la police, y est intéressée aussi. C'est même son rôle premier de garantir la stabilité des marchés, etc., la stabilité du régime politique, la stabilité vis-à-vis de la contestation sociale. On se pose du coup la question de l'État et des luttes sociales. Le caractère capitaliste de l'État, il a des conséquences sur sa possibilité d'être réformé, puisque de fait, il est conservateur lui-même vis-à-vis du capitalisme, et donc de l'ordre social qui est induit par celui-ci. Cependant, ce qui est important de noter, c'est qu'il existe tout de même des contradictions au sein de l'État qui peuvent être des points d'appui pour un projet de réforme de l'État. Hirsch détaille le rapport entre l'État et les luttes comme suit. L'exploitation de la force de travail en vue de la production de la plus-value est liée à la concurrence entre les capitaux et à l'existence des travailleurs salariés en tant que sujet de marché et citoyens libres. Concrètement, pour générer de la plus-value, il faut vendre des choses, et pour vendre des choses, il faut que les gens qui les produisent, parce qu'en majorité, c'est eux et elles les consommateurs, soient en mesure de les acheter. C'est pour cela que la personnalité juridique, la liberté et l'égalité des citoyens ne sont aucunement un simple voile idéologique. Ils ont une base matérielle dans les rapports socio-capitalistes. En même temps, la liberté et l'égalité restent encastrées dans le rapport d'inégalité sociale et de classe structurelle et y trouvent leurs limites. Les humains sont donc simultanément membres d'une classe et des citoyens formellement libres et égaux. Cette contradiction fait avancer les conflits sociaux à travers lesquels la forme de l'État s'impose et se maintient. Concrètement, ce que ça veut dire et l'idée que ça traduit, c'est que sous le capitalisme, les gens sont fondamentalement considérés comme libres et égaux. Et ça, c'est pas juste une manière enjolivée de présenter les choses, c'est le contrat qui permet de garantir que la société capitaliste se maintienne, notamment pour des enjeux de faire fonctionner le marché. Mais en parallèle, l'État, comme on l'a vu, il est profondément en faveur de la classe dominante et la classe capitaliste. Ce qui fait que ça crée une contradiction entre d'un côté cette conception égalitaire des personnes et aussi cette différenciation selon les enjeux de classe sociale. La matérialité propre de l'État tient au fait qu'il est bâti sur des institutions reposant sur des procédures politiques et bureaucratiques. Ainsi, dans son ensemble, il reste sensible au rapport de force dans la société, sans pour autant en constituer l'expression immédiate. Par son épaisseur institutionnelle, l'État façonne également ses rapports et filtre leurs débouchés politiques. En général, il ne se fait donc pas l'instrument direct d'une classe ou fraction de classe. Sa particularisation par rapport aux groupes sociaux lui permet au contraire d'incarner l'instance de médiation centrale des antagonismes sociaux, qui est indispensable à la perpétuation de la société capitaliste. C'est seulement au sein de et à travers son appareil qu'une sorte de politique commune des classes et fractions de classes économiquement dominantes, mais en même temps concurrentes, peut se former. Et il fournit en même temps le cadre institutionnel pour une intégration à la fois répressive et idéologico-matérielle des classes exploitées et dominées. L'État, il est sensible au rapport de force dans la société, et donc il y a des luttes qui peuvent être avancées via la création d'un rapport de force politique. En revanche, il faut aussi avoir en tête que l'État, il va, par son épaisseur institutionnelle, donc grosso modo par le fait d'une certaine inertie, entre guillemets, et d'un poids idéologique qu'on a déjà un peu décrit, puisqu'il est en faveur des classes dominantes, et il va aussi faire office de filtre pour s'assurer que toutes les revendications qui peuvent s'exprimer dans la société n'aient pas forcément un débouché politique. On peut entendre que certains sujets sur lesquels une grande partie de la population peut être d'accord n'est pas entendable dans la sphère politique. Et c'est là où il joue ce rôle de médiation centrale des antagonismes sociaux, où il va un peu sélectionner les opinions des uns, des unes et des autres. Concrètement, il va donner les bons points à droite et à gauche, mais surtout à droite. Et le fait que l'État soit fondamentalement en faveur de la classe dominante, tout en étant susceptible au rapport de force, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que concrètement, on peut, par un rapport de force, obtenir des avancées sociales, par exemple, mais il ne va pas agir du même degré quand il sera question de faire plaisir aux classes laborieuses ou aux classes dominantes.
Et même concrètement, lorsque le rapport de force est trop en faveur des classes exploitées, c'est à ce moment-là que l'État, il va user de son pouvoir de coercition, et autrement dit, il va faire appel à la police. Et ça explique pourquoi l'État il est aussi frileux quand il s'agit de condamner des policiers ou de remettre en question l'ordre policier quand ils tuent des gens, ou simplement quand on se retrouve face à des violences policières. Mais aussi que l'État a tendance à vouloir instaurer des lois en faveur d'un ordre toujours plus policier. Que ce soit l'interdiction de filmer les policiers et policières, ou que ce soit la protection juridique ou les avantages financiers ou autres dont peuvent bénéficier les policiers et policières. Pour résumer, il existe bel et bien au sein de l'État une certaine marge d'expression pour les luttes sociales qui permet de traduire institutionnellement certaines revendications. Mais tôt ou tard, cette institutionnalisation se heurte au mur inflexible de la reproduction de l'ordre établi. De ce point de vue, Poulan-Sas a raison d'écrire que l'État n'est pas un bloc monolithique, mais un champ stratégique. Encore convient-il de préciser ce détail pour ne pas induire en erreur. C'est un champ stratégique sélectif. L'idée qui traduit ici, c'est de dire qu'il ne faut pas désespérer de se dire qu'on ne peut pas lutter sur le terrain législatif et le terrain étatique, mais en réalité, il faut juste avoir conscience que ce terrain et ce champ de bataille, il est un peu penché dans un sens. Il est toujours à l'avantage du système capitaliste, et donc, si vos revendications, elles peuvent avoir lieu dans un monde capitaliste, vous aurez probablement des chances de mener à bien vos luttes. Si votre revendication, c'est d'abolir le système capitaliste ou n'importe quelle revendication qui met à mal la logique capitaliste, eh bien, c'est là où l'État, il ne sera pas votre ami. Dans cette vidéo, on a parlé du rôle de l'État dans une société capitaliste, de ce qu'il permet et de ce qu'on peut faire en faisant pression ou pas sur l'État. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, etc., etc. La prochaine fois, on se retrouve pour parler du rôle de la police spécifiquement.